夜中でもこれは見れますよ。うん。一人でも見れます。あなた。Dans les années 80, le cinéma d'horreur japonais est toujours en pleine tourmente. Erre dans une espèce de traversée du désert initiée par la crise des studios locaux des années 70 qui avaient préféré se séparer de certains genres, beaucoup moins populaires qu'autrefois. Les fantômes nippons quittèrent donc les grands écrans pour mieux revenir, comme vous le savez aujourd'hui, dans les années 90 et envahir cette fois les cinémas du monde entier. Mais entre-temps, l'horreur se devait de renaître, sous une autre forme. Une nouvelle formule devait faire son apparition et ce fut délicat au Japon. Sans compter certaines propositions particulières ou coups d'éclat isolés, ce sont la littérature et le manga qui continuèrent de l'entretenir pendant des années. Des histoires de meurtres sordides, de mères perverses et d'enfants diaboliques qui passionnent avant tout les jeunes écolières qui engloutissent ces récits alors que leurs camarades garçons préfèrent les histoires d'arts martiaux et de samouraïs. Et cette fascination prendra alors vie dans la réalité, dans les écoles, sous la forme de légendes urbaines, ces histoires que l'on se chuchote pour se faire peur, qui trouvent leurs racines dans une soi-disant réalité. Le Japon tombera alors amoureux de ces nouveaux récits qui se propagent dans tout le pays, quittent les cours de récréation pour gagner les chauffeurs de taxi, les salaryman, les femmes au foyer. Les histoires de Kushisake Onna, Teke Teke et autres Hanako envahissent tous les foyers, sont relayées par la presse, la télévision et avec elles donc, l'horreur finit par même peu à peu renaître au cinéma. Et l'une de ces légendes urbaines partage en plus un lien des plus intimes avec le 7e art. Celle des snuff movies qui, dans les années 80, inspirent plus d'un cinéaste à travers le monde et plus d'un film, dont la célébrissime et sulfureuse saga des Guinea Pigs, qui, à plus d'un titre, peut être complètement qualifiée d'historique, comme nous allons le voir ensemble. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cet épisode spécial de Cinéma Interdit consacré à l'infâme saga des Guinea Pigs. Nous sommes au Japon, dans les années 80. Alors que le cinéma d'horreur est toujours quelque peu délaissé par les studios, c'est le V-Cinéma, le marché du direct-to-video japonais, qui se fait plaisir et permet aux splatters nippons de vivre ses premières heures très glorieuses. Il faut dire que les cinéastes qui s'essaient au V-Cinéma souffrent d'assez peu de contraintes, si l'on accepte l'aspect financier de ces productions, souvent cheap. Ils disposent la plupart du temps d'une relative liberté artistique qui leur permet de s'exprimer, d'expérimenter, mais aussi parfois de proposer des spectacles à la violence ou au ton complètement délirant. C'est d'ailleurs dans ce contexte que des réalisateurs aujourd'hui confirmés, comme Takashi Miike ou Kiyoshi Kurosawa, ont fait leur première gamme, en mettant notamment en scène des yakuza, figures classiques du V-cinéma, dans des films d'action violents ou thrillers policiers brutaux. Mais au-delà de ces productions beaucoup trop sages pour notre vidéo du jour, le splatter, donc des films extrêmement gore dans lesquels le sang gicle à gogo, connaît ses premières heures de gloire au Japon. Bon, en soi, le splatter, ce n'est pas nouveau. En général, on attribue sa paternité au cinéaste américain Herschel Gordon Lewis qui, dès les années 60, nous régale avec des orgies sanglantes et autres 2000 maniacs qui, s'ils ont pris cher avec le temps, restent des titres phares du splatter movie encore de nos jours. Et si le bonhomme est aujourd'hui reconnu comme un véritable pionnier, surnommé par les fans de genre le pape du gore, devinez un petit peu quel est le pays dans lequel ces propositions sanguinaires auront eu le plus de succès. Country in which I had the most competitive success was Japan. Et les productions occidentales les plus violentes continueront de passionner un public japonais friand d'images fortes, surtout si celles-ci sont réalistes ou même prétendument vraies, à l'image du Dernier Monde Cannibale puis du Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, quasiment présenté comme un documentaire lors de leurs sorties respectives et qui seront des immenses cartons au pays du soleil levant, à tel point que plusieurs boîtes de prod locales s'empresseront de proposer au cinéaste italien de produire son prochain film. Et quand on sait qu'avec leurs sous, il réalisera Le Dernier Souffle, sorte de drame tire-larme au possible, c'est assez incompréhensible comme choix. Mais que voulez-vous ? Puis bien sûr, certains réalisateurs japonais se distingueront également dans l'exercice du splatter, à l'image du génialissime Kazuo Komitsu, alias Gaira, et son excellent diptyque No Arawata, ou encore le sous-côté Gutsu, dont j'ai déjà parlé dans Cinéma Interdit.
C'était vraiment l'un des maîtres du V-cinéma gore et sa folie cinématographique n'avait que peu de limites, comme en attestent ses créations. Mais voilà, c'est dans ce contexte très particulier qu'un homme, un certain Satoru Ogura, se frotte les mains. Il distribue déjà des films au Japon, et notamment du gore, du mondo, et voit dans les combinaisons entre le splatter movie, les fausses histoires vraies à la Deodato et le V-cinéma, un moyen de s'en mettre plein les poches, et a une idée de génie. Créer un faux snuff movie. En fait, non. Il y croit tellement à son idée qu'il ne veut pas créer un faux snuff movie, mais une saga de faux snuff movie. Rappelons que Satoru Ogura, à l'époque, n'a aucune expérience cinématographique connue, ou du moins, celle-ci a disparu de l'histoire. Il ne se positionne pas vraiment en artiste avec cette idée, cette vision, mais en businessman, en producteur qui n'aurait pas à mettre beaucoup de sous dans ses films, mais pourrait potentiellement en récolter énormément. Parce que oui, créer un faux snuff movie dans l'idée, c'est un petit peu du found footage. 1 ou 2 lieux, le minimum syndical en termes de matériel et d'équipe, un éclairage minime, quelques acteurs et quelques maquillages, et vous pouvez obtenir un résultat plutôt convaincant pour pas un rond. Et si jamais ça fonctionne, bah demandez un petit peu à Jason Blum. Ni d'une, ni deux, Satoru Ogura se met à l'œuvre, et son film sera pour le moins minimaliste, comme prévu. Sans aucune véritable intrigue, il n'est constitué que d'une succession de tortures infligées à une jeune femme captive par un groupe d'hommes inconnus, apparemment pour expérimenter le seuil de tolérance à la douleur des êtres humains. C'est tout. Toutes sortes de sévices nous sont donc gentiment proposés. Les criminels commencent par la battre, puis vont la foutre sur une chaise et la faire tourner des centaines de fois, non sans lui avoir fait boire de l'alcool de force au préalable. Ils vont lui faire écouter des sons extrêmement stridents sur des fréquences dangereuses via un casque mis sur ses oreilles, lui jeter des boyaux d'animaux et des asticots et vers sur la figure et le corps. Miam, 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 j'ai une petite faim. Et, plus classique mais tout aussi immonde, voire plus, vont lui arracher les ongles, lui brûler le corps, la mutiler, jusqu'à la scène la plus célèbre du film, immortalisée par la plupart de ses posters et visuels. Lui percer un œil avec une aiguille. Bref, vous aurez compris, le moyen-métrage, qui ne dure qu'une quarantaine de minutes, ne propose qu'une succession de sévices en tout genre. L'idée maîtresse du projet est vraiment celle du snuff movie. Le film commence et se termine par un message écrit qui nous présente les images comme réelles et nous explique le but des soi-disant expériences. Le narrateur inconnu prétend ne pas savoir qui les lui a envoyés et qu'une enquête de police serait en cours pour retrouver les tortionnaires. Bien sûr, c'est dans l'idée de mettre immédiatement le spectateur dans cette ambiance d'images réelles qui amplifie grandement l'horreur des situations présentées. Dans la même lignée, nous notons une absence de générique de fin et donc de crédit, et encore aujourd'hui, nous ne connaissons pas le nom des comédiens qui y apparaissent. C'était bien sûr pour faire croire à de véritables images, encore une fois, mais ça a aussi permis d'entretenir les légendes urbaines autour de la saga, comme nous le verrons, et lui donner tout de même un cachet un petit peu étrange. Car même aujourd'hui, nous ne sommes pas sûrs à 100% que c'est bien Satoru Ogura qui l'a réalisé. Même si c'est l'explication la plus communément admise et qu'il semble l'avoir confirmé, pendant longtemps, le mystère restait entier, et Ogura se présentait uniquement comme producteur. Évidemment, il voulait tellement faire croire à un vrai snuff movie qu'il n'avait aucun intérêt à donner le nom du réalisateur, surtout si c'était vraiment lui. Mais certaines rumeurs prétendent que ce serait en fait un inconnu qu'il aurait réussi à convaincre de réaliser ce film, tellement abominable qu'il n'aurait en fait jamais assumé, et aurait préféré rester dans l'anonymat. En tout cas, croyez-moi, la saga est pleine de ce genre d'histoire, et nous allons y revenir. Toujours est-il que c'est comme ça que le premier guinea pig est né. Enfin presque, car là, même si en soi il est fini, il ne peut pas encore sortir. Le plan d'Ogura pour faire entrer sa saga dans l'histoire n'en est qu'à sa toute première étape. Et il sait très bien ce qu'il fait. Il lui reste encore quelques étapes avant de pouvoir sortir son film en vidéo. Le plan est simple, il veut marquer les esprits avec Guinea Pig, marquer le spectateur et le marché vidéo japonais. Pour être sûr d'y arriver, il doit inonder ce marché, et il contacte alors le mangaka Hideshi Ono, spécialiste des histoires horrifiques, et lui propose de réaliser son propre Guinea Pig en adaptant l'un de ses mangas. Et très vite, l'auteur, qui pensait déjà au cinéma depuis quelque temps, se laisse convaincre. Voilà donc l'idée de Satoru Ogura. Sortir 2 films estampillés Guinea Pig en même temps pour éviter d'être englouti par la masse d'œuvres qui composent le V-cinéma très prolifique. Il faut à tout prix marquer le consommateur. Pardon, le spectateur.
Et si le guinea pig d'Ogura, sous-titré Devil's Experiment, souffre de pas mal de défauts qui permettent au public de tout de même mettre en doute sa nature de soi-disant snuff movie, dont par exemple un jeu d'acteur pas très convaincant avec une jeune fille qui surréagit aux pires tortures qu'elle subit et des agresseurs qui tapent clairement dans leurs mains lors des scènes durant lesquelles ils doivent la battre, quelques effets pratiques un petit peu douteux et des effets de montage cheap mais qui prennent à contre-pied le parti pris réaliste du métrage, celui de Ono prendra une direction un tout petit peu différente. Guinea Pig, Flower of Flesh and Blood, sur le papier, est très similaire à son prédécesseur. Nous y voyons un homme habillé en samouraï démembrer une jeune femme captive dans une recherche apparemment artistique, puisque son but serait, comme le titre l'indique, de transformer sa victime en fleur de chair et de sang, ce qui est, selon lui, la plus belle chose sur Terre. Si on s'en tient à ces quelques lignes de résumé, nous avons l'impression que les partis pris des deux opus sont rigoureusement identiques. Mais quelques subtilités les différencient néanmoins. Déjà, Ono signe bien la réalisation du film et ne s'en cache pas. Il prétend donc, au début et à la fin du métrage, comme pour l'autre Guinea Pig, avoir reçu, de sources inconnues, les images de ce crime abominable qui l'aurait choqué. Mais plutôt que de faire croire que les images proposées aux spectateurs sont réelles, il explique avoir lui-même reproduit les exactions odieuses qui lui ont été envoyées. Le spectateur est donc prévenu que ce qu'il voit n'est en effet pas réel, mais que ce serait directement inspiré, voire pire, recopié d'un authentique fait divers macabre. Une démarche plutôt intelligente, puisqu'elle permet à Hideshi Ono quelques écarts artistiques que l'autre film voulait à tout prix éviter. Et si certains effets visuels ou sonores laissaient un petit peu à désirer ou étaient clairement trop exagérés, eh ben pas grave. On ne prétend pas que ce sont de vraies images, ici. Mais du coup, le spectateur n'a pas le véritable snuff sous les yeux et ne peut donc pas remettre en question la véracité du fait divers authentique, puisqu'il ne peut pas chercher des indices sur ce qui se passe à l'écran. Et finalement, cette idée s'est révélée bien plus efficace, puisque des tas de gens ont cherché à se renseigner sur l'histoire qui aurait inspiré le mangaka. Et plein de rumeurs plus folles les unes que les autres ont commencé à circuler. Et c'était précisément ce que le producteur des Guinea Pig, Satoru Ogura, voulait provoquer. Les deux films sortent en même temps en vidéo en 1985, et pendant longtemps, on n'était pas sûr de leur ordre. Le Flower of Flesh and Blood de Ono fera un petit peu plus de bruit à sa sortie, et il sera de fait considéré pendant un certain temps comme le premier film de la franchise, et certains continuent d'ailleurs de l'affirmer. Il faut dire qu'il était mieux réalisé que son camarade, que sa violence était nettement plus convaincante, mais qu'en plus, son atmosphère un petit peu onirique, avec cet étrange antagoniste à la voix gutturale et profonde et son discours sur l'art, lui ajoutait une dimension poétique et terrifiante supplémentaire. Ce bourreau avait une personnalité et exerçait une fascination autrement plus efficace sur le spectateur que le groupe de criminels impersonnels du premier film. Et tout de suite après leur sortie, les deux métrages feront évidemment parler d'eux. La presse et même les autorités s'y intéresseront de près, curieux de savoir si de véritables histoires se cachaient derrière de tels déchaînements de violence, et même si le V-cinéma jouissait d'une certaine liberté dans ses contenus, on commençait à se pencher sur le cas de ces films Guinea Pig, à la brutalité insoutenable et la gratuité terrifiante. On s'interrogeait sur l'impact que de telles œuvres pouvaient avoir sur le public, puisqu'elles déshumanisaient complètement leurs victimes, ne faisaient preuve d'aucune empathie, d'aucune pitié, aucune considération pour ces femmes qui passaient entre les mains de leurs bourreaux, à la manière, comme le nom de la saga l'indiquait, de cochons d'Inde, parmi les animaux préférés des expérimentations de laboratoire. Bref, tout ce tintamarre autour des deux premiers films était exactement ce que Ogura cherchait à provoquer. Le public est curieux, il faut donc battre le fer tant qu'il est encore chaud. Certes, mais les autorités sont en alerte et si c'est tout d'abord bénéfique puisque ça leur fait une certaine publicité, cela pourrait se retourner contre eux assez rapidement. Il faut donc lancer rapidement la production de nouveaux films Guinea Pig pour transformer ce début de saga en véritable phénomène. Mais c'est ici que tout se complique au niveau chronologique. Personne ou presque n'est d'accord sur l'ordre des films de la saga, ni même sur leur année de sortie. Que ce soit les analystes ou historiens du cinéma, les distributeurs qui les ont proposés en vidéo un petit peu partout dans le monde, ou même les cinéastes et producteurs derrière les films eux-mêmes, tout le monde y va de son petit commentaire. Et si finalement on s'en fout un peu puisqu'aucun des épisodes n'a de lien narratif ou de rapport autre que le gore avec les autres, ça faisait également partie de la stratégie de Ogura. En dire le moins possible sur la production des films, les sortir le plus rapidement possible pour inonder le marché et provoquer une certaine confusion. Certains films sortaient avant d'autres dont la production avait pourtant débuté plus tôt que la leur, et des éditions VHS puis DVD sont sorties un petit peu partout dans le monde en proposant des doubles programmes Guinea Pig en associant deux épisodes qui ne se suivaient à l'origine pas du tout, ajoutant donc au chaos chronologique de la saga.
Je vais donc me baser sur la chronologie la plus souvent admise pour la suite de cette vidéo, mais gardez bien à l'esprit que c'est peut-être pas la vraie. Mais finalement, ça, on ne le saura sans doute jamais. En tout cas, pour ce qui est du troisième opus, tout le monde est quasiment d'accord. Dès la sortie des 2 premiers Guinea Pigs, Ogura entre en contact avec un certain Masayoki Kusumi, illustre inconnu à l'époque, et lui propose de réaliser un épisode de sa naissante franchise. Le monsieur est un artiste assez complet, comme nous le démontrera la suite de sa carrière, puisqu'il travaillera beaucoup dans le manga, à la télévision japonaise, dans la musique, et même l'audiovisuel en scénarisant notamment de nombreuses séries. À l'époque, il considère l'opportunité de travailler sur Guinea Pig comme un entraînement, et sa personnalité excentrique prendra le pas sur le pseudo-réalisme et le minimalisme de ses prédécesseurs. Cela nous donnera Guinea Pig, He Never Dies, qui nous raconte l'histoire d'un salariman un petit peu raté, qui ne s'en sort pas au boulot et n'est pas respecté par ses collègues, qui finira par commettre une tentative de suicide. Suite à laquelle, vous l'aurez compris, il constatera qu'il ne peut en fait pas mourir et qu'il n'a même pas mal. Il se mettra donc à s'automutiler, puis appellera son seul collègue ami pour lui montrer à quel point il est devenu particulier. Avec ça, Le ton du film est complètement différent de celui des autres. Ici, nous sommes dans une sorte de comédie grotesque et loufoque. Toujours très gore peut-être, mais de façon plus cartoonesque, un petit peu dans l'esprit des futurs Sushi Typhoon. Finalement, il préfigure plutôt bien ce que deviendra le splatter movie à la japonaise avec le temps. Et pourtant, il y a pas mal d'idées que j'ai envie de souligner. Bon, déjà, ça reste un Guinea Pig. Nous avons droit à notre petite scène d'introduction, même si elle diffère de celle de ses prédécesseurs. Cette fois, c'est ce qu'on présume être une sorte de scientifique américain, du moins une espèce de parodie de scientifique américain, qui nous présente les images que nous allons voir, en nous expliquant qu'il s'agit, comme pour Flower of Flesh and Blood, d'une reconstitution d'un authentique cas médical encore inexpliqué. Le ton de ce personnage et certaines de ses lignes de monologue, dont celle sur les ovnis par exemple, sont des indices sur le changement d'ambiance opéré par ce troisième opus. Bien sûr, l'idée d'inclure un personnage américain dès l'introduction du film servait avant tout à envahir le marché vidéo américain. C'est une idée commerciale. j'aime l'argent. Mais malgré la folie qui se dégage de ce film, avec ce salariman qui va s'automutiler de façon de plus en plus hardcore, on a aussi un vrai regard sur la société japonaise et la façon dont certains individus se retrouvent mis sur le côté. Le monde du travail y est brièvement pointé du doigt, et ce personnage principal un petit peu lamentable est lui-même une caricature du salariman moyen, voire raté, avec toutes les souffrances, le mépris de soi-même et la solitude que cela sous-entend. Sa précarité aussi est très bien symbolisée, avec son appartement minuscule dans lequel l'extrême majorité de l'intrigue se déroule, et qui est si exigu que le tournage lui-même ne fut pas évident tant on manquait d'espace. Puis, nous avons par exemple cette scène durant laquelle notre héros rentre du travail et où la caméra le suit, qui arrive à nous faire ressentir cette mélancolie sans aucun dialogue, sans aucune action particulière. Finalement, Kusumi arrive à donner un petit peu de poésie à cette intrigue totalement loufoque, arrive à délivrer un discours sur la société de l'époque, toujours valable aujourd'hui, et nous délivre notre dose de gore tant attendue. Même au sein des Guinea Pigs, He Never Dies est un ovni. Et même, pour aller un petit peu plus loin, c'est un vrai film d'auteur, si on prend cette dénomination au pied de la lettre. En tout cas, Masayoki Kusumi a mis un petit peu de lui-même dans cet opus, et cela le démarque de tous les autres. Même s'il interloque la plupart des spectateurs, notamment de par son décalage avec le reste de la saga, mais aussi parce que son intrigue ne débouche pas sur grand-chose, n'a pas de réelle conclusion, le film arrive à la fois à dépeindre un quotidien partagé par des milliers de Japonais, et à être une authentique plongée dans la folie, une descente aux enfers. Et même la thématique du suicide est abordée de façon originale et ingénieuse, puisque notre personnage, lorsqu'il se rendra compte qu'il ne peut mourir, au lieu d'être heureux de cette nouvelle pour le moins surprenante, sera justement encore plus démoralisé. Même se suicider, il n'en est pas capable. C'est un petit peu le message de ce film, mais vraiment, son côté déjanté est à souligner et se retrouve bien dans cette phrase de Shinsuke Araki, l'acteur principal, un amateur dont c'était le premier rôle et qui n'a jamais retourné nulle part après, qu'il a lâché durant le tournage. カッターでね切る時が一番気持ち悪い。すごいこうああいう風にとかもっとね自殺男的な何回でも自殺できる人間みたいな方が。 Bref, à partir de ce troisième opus, le ton de la saga va définitivement changer et ne va plus jamais revenir à ce qu'il était à l'origine. Selon certaines rumeurs, c'était volontaire de la part du producteur Satoru Ogura, qui s'inquiétait de la tournure que prenait la situation avec les autorités et l'approche de plus en plus pressante des censeurs. Mais aussi parce que, en tant que bon businessman, il voulait exploiter tous les filons du splatter movie, dont le gore cartoonesque qui était très populaire, surtout au Japon.
Selon pas mal de sources, quelques mois plus tard, nous verrons la sortie d'un 4e guinea pig, Devil Woman Doctor, même si d'autres situent sa sortie plutôt aux alentours de 1990. Selon Salvador Morguia, auteur de l'encyclopédie des films d'horreur japonais, le film est le dernier guinea pig à être sorti, l'épisode final, mais les sorties VHS de l'époque, notamment celle de Sai Enterprise, la boîte de Ogura, indiquent que c'est bien le 4e opus. D'ailleurs, c'est le dernier vrai film produit et distribué par Sai Enterprise qui fit faillite juste après, et les guinea pigs suivants seront produits par d'autres boîtes. Ce qui semble donc confirmer que ce devait bien être le 4e opus, car les suivants seront initialement affublés d'un 2, signifiant qu'ils font partie de la 2e vague de la franchise. Faites donc tout ce que vous voulez de ces informations. Cette fois, c'est le jeune et inexpérimenté Hajime Tabe qui est approché par le super producteur Ogura pour réaliser ce nouvel opus. Il arrive très vite à le convaincre et le jeune Tabe dira lui-même qu'il espérait pouvoir en faire d'autres par la suite, voire même, pourquoi pas, créer sa propre saga de splatters. Bon, finalement, il ne réalisera qu'un seul autre film après, le délirant Star Virgin, sorte de Super Sentai du pauvre qui nous présente une héroïne vêtue d'un bikini atomique. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le film. Mais bref, Devil Woman Doctor débarque et c'est une espèce de film à sketch dans le sens où il nous propose toute une succession de situations plus grotesques et bizarres les unes que les autres et qu'il n'y a pas de véritable intrigue ou de fil rouge solide pour toutes les relier. La première particularité notable du film est la présence de Pita au casting, un travesti japonais connu nationalement à la filmographie impressionnante. Il a tout de même joué dans Ran d'Akira Kurosawa pour ne citer que lui. Il joue ici le docteur maléfique qui nous présente donc tous les cas médicaux extrêmement spéciaux dont il s'occupe et qui prend un malin plaisir à les tourmenter. Pita s'est vraiment éclaté dans le rôle de ce personnage diabolique, pour le moins excentrique, et ça se ressent dans le film, qui doit beaucoup à son énergie. Mais pour être honnête, ce 4e opus n'est pas une franche réussite. Encore plus grotesque que son prédécesseur, il en devient débile à plusieurs reprises, et si son humour régressif fait parfois sourire, il consterne à d'autres moments, sans parler de certains effets spéciaux pas aboutis et du jeu d'acteur très approximatif. En fait, ce Devil Woman Doctor était censé être beaucoup plus sérieux à la base, mais Hajime Tabe aura eu beaucoup de mal à assumer son rôle de réalisateur. Il accumulera donc pas mal de retard et finira par transformer des scènes ratées en grosses blagues pour aller plus vite et donc gagner du temps. D'ailleurs, et c'est assez dingue quand on y pense, certains des comédiens se sont permis de critiquer le réalisateur et même le film en lui-même dans lequel il jouait, et ce pendant le tournage. Et le pire, c'est que ces images sont présentes dans le making-of officiel du film, qui a bénéficié d'une sortie vidéo, sacré Ogura bien sûr. Avouez que c'est peu commun. Et même le côté gore, toujours bien présent, est ici tout de même beaucoup diminué par les blagues incessantes du film et les effets spéciaux qui ne fonctionnent pas. Pita lui-même dira qu'il s'est éclaté comme un fou, mais qu'il espère pouvoir rejouer le même personnage de façon un petit peu plus sérieuse à l'avenir. Enfin bon, ce 4e guinea pig est un film malade, raté par son réalisateur, qui n'a pas supporté la pression et qui s'est un petit peu auto-saboté, comme le démontre le making-of. Et on peut se demander pourquoi des images aussi compromettantes envers le cinéaste ont été officiellement distribuées. Sans doute parce qu'Ogura voulait expliquer un petit peu ce fiasco vu que le film a la plus mauvaise réputation de toute la franchise. Mais soit. En soi, voir une sorte de savant fou nous présenter ces extraordinaires patients les uns après les autres, tout en menant des expérimentations mortelles sur eux, ça entrait à 100% dans l'esprit de la saga. Mais là, la seule chose qui reste de l'esprit initial des guinea pigs, c'est le mauvais goût. C'est déjà ça. Comme je vous l'ai dit, après ce film, Sai Enterprise, la boîte de production et de distribution d'Ogura, se portait très mal. De là à dire que cette mauvaise situation financière avait un lien avec le mauvais Devil Woman Doctor, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas.
2 making-of bénéficièrent tout de même de leur sortie vidéo à ce moment-là. Celui de Devil Woman Doctor donc, mais également celui des 3 premiers films, sobrement intitulé Making of Guinea Pig. Ces documentaires sortirent d'une part parce qu'Ogura voulait capitaliser sur les images qu'il détenait déjà, et cela lui permettait en théorie de proposer 2 nouvelles œuvres sans dépenser le moindre centime, et aussi parce que maintenant que ses premières productions étaient un succès, il fallait qu'il continue d'affirmer sa position de producteur de V-Cinéma, et il pouvait délaisser l'anonymat, mais aussi et surtout parce que la réputation de snuff movie des 2 premiers Guinea Pig commençait à lui causer pas mal de tracas. Et cette réputation joua certainement un rôle dans la faillite de sa compagnie, d'ailleurs. Mais je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, si vous le voulez bien. A noter que le tout dernier film produit par Sai Enterprise fut Yaojo Melon, réalisé par Masayuki Kusumi, Monsieur Guinea Pig 3 en personne. Une histoire de fou qui lie comédie musicale pop-rock, sorcière sexy, zombie un petit peu naze et meurtre ultra gore. À cause de la présence de Kusumi et d'Ogura au générique, de sa durée de 45 minutes et de son côté fou et sanglant, Yaojo Melon fut parfois associé à Guinea Pig et considéré comme un épisode non officiel, mais a priori, ça n'a jamais été le cas. Je voulais quand même le mentionner, ça rend l'histoire encore plus cool et complète. Après la chute de Sai Enterprise, Ogura fonda une nouvelle société, nommée Ogura Jimosio Company, signe qu'il était définitivement déterminé à augmenter son aura et sa célébrité dans le milieu. Et il s'associa dans un premier temps avec Japan Home Video, distributeur historique de V-Cinéma. Ensemble, ils se lancèrent dans la production puis la distribution d'une deuxième vague de Guinea Pig, en laissant volontairement et définitivement de côté l'aspect snuff movie pour ne garder que le splatter comme lien entre les épisodes. Ainsi, de nouveaux opus de Guinea Pig virent le jour aux alentours de 1988. Et encore une fois, selon les sources, les dates et leur place dans la chronologie de la saga diffèrent, mais vous aurez compris l'idée. Parlons tout d'abord de celui qui est souvent considéré comme le meilleur film de toute la franchise, Guinea Pig, A Mermaid in the Manhole, pour lequel Hidoshi Honno revient à la réalisation pour notre plus grand plaisir. Nous y suivons un peintre qui trouve une sirène dans les égouts, dans lesquels il cherche son inspiration. La demoiselle semble infectée par un mal inconnu, et il décide de la ramener chez lui. Il se met à la peindre, tandis que le mal mystérieux s'étend de plus en plus et que la jolie sirène se met à littéralement pourrir. Le personnage de l'artiste à moitié fou et aux tendances psychopathiques, car dans le climax du film on se rend compte que la réalité qui nous est proposée n'est peut-être pas la vraie réalité, est un classique chez Hideshi Honno dans ses mangas, et il leur donne en général 1 ou 2 traits de personnalité ou de caractère qui sont les siens. Encore une fois, on trouve dans cet épisode une certaine poésie, macabre certes, mais on est totalement dans le prolongement du travail de mangaka de Honno, et c'est d'ailleurs l'adaptation d'une de ses œuvres précédentes. Cette idée d'un corps qui pourrit littéralement au fur et à mesure, qui n'est pas sans rappeler Thanatomorphose, entre autres, est assez fascinante. Il y a ce concept de beauté, symbolisé par cette sirène trouvée dans des égouts, un petit peu la rose qui pousse dans un tas de merde si vous voulez, qui se trouve gagnée par une corruption impossible à freiner. Puis, nous avons cet artiste, obsédé par cet être et l'envie de l'immortaliser, malgré la souffrance et la maladie qui la ronge, et qui ne fait finalement absolument rien pour l'aider de tout l'épisode, trop concentré sur son art, ou plutôt la satisfaction de son obsession. Et entre nous, les maquillages, cette pourriture rampante, sont assez convaincants, et nous avons même droit à quelques plans franchement très dérangeants. Outre le sous-texte sur la destruction progressive de la nature que certains ont vu dans le calvaire de la sirène, mais que je ne suis pas sûr de valider personnellement, nous ferons l'impasse sur la sous-intrigue avec les voisins de notre peintre et le twist que je ne spoilerai pas ici. À coup sûr, nous tenons l'un des guinea pigs les plus travaillés, les plus poétiques, qui parvient à utiliser le gore et tout son faux sang pour peindre des tableaux macabres, parfois au sens propre d'ailleurs, et c'est toujours un très bon moment que de revisionner ce vomi artistique purulent. Vous admettrez sans peine que j'ai le sens de la formule. A noter que la comédienne qui joue la sirène, Marie Sommeil, âgée de 25 ans à l'époque et plutôt prometteuse, a complètement disparu des radars juste après la sortie de A Mermaid in the Manhole, dans le sens où non seulement elle a arrêté sa carrière cinématographique, mais en plus, on ne sait absolument pas ce qu'elle est devenue. Elle n'est jamais réapparue publiquement, si j'ose dire. Plein de raisons peuvent expliquer une disparition médiatique de ce genre, mais ici, on parle de la saga Guinea Pig. Sans doute la franchise cinématographique à l'origine du plus grand nombre de légendes urbaines de toute l'histoire du cinéma. Rien que ça. Alors, je vous laisse imaginer ce qu'une disparition de ce type a pu provoquer comme rumeur folle. Enfin, nous avons donc Android of Notre-Dame, parfois considéré comme le 5e Guinea Pig, parfois comme le dernier, réalisé par Kazuhito Kuramoto, dont c'était le premier film en tant que réal, mais qui avait déjà un sacré CV de directeur photo.
En fait, c'était probablement le mec le plus expérimenté à bosser sur un guinea pig quand on y réfléchit 2 secondes. Et ça a donné l'un des moins bons, ou du moins, pour être un petit peu honnête, l'un des plus brouillons. Il met en scène un scientifique atteint de nanisme qui cherche à trouver un remède à la maladie cardiaque de sa sœur. Pour y arriver, il se lance dans des expériences de plus en plus immorales sur des guinea pigs humains, clin d'œil, et ira jusqu'à se retourner contre un homme qui cherchait à profiter de son malheur pour lui soutirer de l'argent. Homme qui sera plus ou moins transformé en androïde, donc sur base d'une histoire qui aura été racontée à notre personnage principal. Le film bénéficie d'une imagerie très soignée et on sent bien toute l'expérience de directeur photo de Kuramoto, malheureusement très mal appuyé par un scénario incompréhensible et une intrigue tirée par les cheveux. Au niveau de la direction artistique, il y a plein de bonnes idées, et les transformations du corps humain que nous pouvons y voir sont assez marquantes et nous offrent quelques plans mémorables et infernaux. D'ailleurs, nous noterons la présence au casting de l'immense Tomoro Taguchi, rendu célèbre par la saga Tetsuo quelques années plus tard. Puis on peut dire que ce Android of Notre-Dame partage quelques liens avec la célèbre saga de Tsukamoto, notamment dans le mélange organico-métallique que subit Taguchi dans ses œuvres, même si on peut argumenter qu'elle ne symbolise pas la même chose. Dans ce guinea pig, cela représente la perte d'humanité des gens à la fin des années 80, avec cet homme qui cherche à profiter du malheur familial d'un scientifique pour lui soutirer un maximum de blé, même si cela peut également symboliser la modernisation à outrance que connaît le Japon et plus précisément Tokyo à cette époque. Et la déshumanisation de ces personnages est sans doute le grand fil rouge qui unit tous les épisodes de la saga Guinea Pig, en plus du gore bien sûr. Chaque épisode de la saga parle de ça, finalement. Dans les 2 premiers films, ce sont les victimes qui sont complètement déshumanisées. On se détache complètement de ce qu'elles peuvent ressentir, on leur enlève leur humanité pour s'en servir comme cobayes. Dans le 3e, on nous montre à quel point la société japonaise elle-même déshumanise certains de ses citoyens, individus sans personnalité qui servent uniquement à alimenter la machine et qui viennent trop souvent nourrir les statistiques de taux de suicide. Dans Devil Woman Doctor, qui est celui qui échoue le plus de la franchise à ce niveau-là, probablement à cause de son réalisateur qui a fini par transformer le film en grosse blague, on peut quand même argumenter que tous les patients de ce docteur sont à nouveau déshumanisés. Ce médecin se fiche de leur sort et se gausse même de leur tourment. Dans l'avant-dernier, notre peintre a complètement perdu toute empathie, uniquement remplacé par son obsession, et sa perte d'humanité est encore plus flagrante une fois le twist final révélé. Puis, nous avons Android of Notre-Dame, un petit peu raté à plusieurs niveaux, mais qui nous propose un duel entre 2 personnages guidés par leur névrose, l'un par son avidité, l'autre par son désir de réussir l'impossible, plus que par celui de voir sa sœur guérir. Ce duel les mènera tous les 2 à leur perte d'humanité, et le seul personnage du film qui garde un comportement un tant soit peu humain, c'est bien la sœur malade. Mais malgré tout, cette Android of Notre-Dame reste un semi-échec, et une bien triste manière de clôturer une saga d'une telle ampleur. Bon, même si en 2005 sortira en DVD une sorte de medley de best-of des scènes les plus gore de la saga Guinea Pig, mais ça n'a pas grand intérêt, c'est surtout un moyen supplémentaire pour Ogura de faire des sous. Puis bon, ce bon vieux Ogura produira en 1990 le film Lucky Sky Diamond, réalisé par le grand Izuo Hashimoto, réalisateur de Evil Dead Trap 2 et scénariste de Akira, entre autres, qui nous raconte les tourments d'une jeune femme qui se réveille dans une chambre d'hôpital sinistre. Lucky Sky Diamond a souvent été associé à la saga Guinea Pig et considéré comme un autre épisode non officiel à cause de son côté cobaye humain et, bien évidemment, de ses effets gore. Mais dans les faits, il n'a rien à voir avec la franchise. Ça reste une expérience cinématographique assez désagréable, un autre voyage bizarre que, personnellement, j'aime beaucoup, donc pour que cette rétrospective soit complète, je devais vous mentionner son existence également. Mais voilà, cette franchise qui aura marqué le V-cinéma puis le cinéma lui-même s'arrêtera là-dessus. Il y aura bien plus tard les American Guinea Pig, mais ça n'a rien à voir, et je réserve ce sujet pour une future vidéo, peut-être un jour. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Guinea Pig s'est arrêté? Pourquoi ce bon vieux Ogura aurait décidé d'arrêter d'exploiter cette idée si lucrative à la base? Eh bien parce que, comme souvent avec ce genre d'histoire, la mauvaise réputation qui aura fait la célébrité de la saga Guinea Pig en son temps causera également sa perte à la fin. Et toutes les légendes urbaines qui tournent autour de la franchise et qui auront parfois été entretenues avec soin par les parents de cette franchise l'auront définitivement plombé. Pendant des années, la presse se penchera sur les soi-disant histoires vraies des 2 premiers films, et des tas de fausses histoires furent mises en lien avec Guinea Pig. Seulement voilà, cela atteindra des proportions inattendues à la fin des années 80 avec le tueur en série cannibale Tsutomu Miyazaki, meurtrier et nécrophile qui a assassiné 4 petites filles.
Lors de son arrestation fut découverte sa collection de plus de 5000 VHS, parmi lesquels le 4e Guinea Pig Devil Woman Doctor. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Une rumeur insistante selon laquelle le tueur en série se serait inspiré de la franchise dans certains de ses meurtres se mit alors à circuler avec insistance. Et lors d'une affaire durant laquelle le gouvernement devait trouver des coupables pour montrer qu'il agissait, la franchise Guinea Pig fut pointée du doigt et désignée en partie responsable. Puis, en 1989, la police reçut un témoignage anonyme faisant le lien entre Guinea Pig 2 et le meurtre toujours non résolu d'une lycéenne, ce qui contribua à une enquête sur le mangaka et réalisateur Hideo Ono. Même s'il fut vite innocenté, cela alimenta encore la très mauvaise réputation de la saga, de même qu'une autre curieuse affaire qui se déroula en 1990, durant laquelle un Anglais fut jugé coupable de distribution de matériel obscène pour avoir offert des épisodes de Guinea Pig à la location. Et bien sûr, vous connaissez tous et toute l'histoire selon laquelle Charlie Sheen, l'acteur américain, serait tombé un peu par hasard sur une copie de Guinea Pig 2 et l'aurait transmise au FBI, persuadé qu'il s'agissait d'un véritable snuff movie. Il y aurait une enquête, etc., etc. Et même si cela ressemble fort à une légende urbaine créée de toutes pièces par Ogura pour infiltrer le marché japonais avec une rumeur comme il l'a fait au Japon, il semblerait qu'il y ait bien une base authentique à ce mythe. Mais nous ne connaîtrons jamais la véritable part d'authenticité contenue dans cette histoire, ça c'est sûr. Enfin bon, toutes ces histoires, et plein d'autres, finirent par causer l'inévitable. La censure des 2 premiers films, qui, à la fin des années 80, furent enlevés des vidéoclubs et des rayons des magasins, interdits à la vente pendant quelques temps. Et même si, selon Ono lui-même, cette interdiction était tout d'abord une bonne chose pour la franchise, qui souhaitait dans un premier temps alimenter sa mauvaise réputation, cela finit par devenir un manque cruel à gagner, et leur causa des problèmes financiers. Pire encore, tous ces déboires finirent par provoquer une perte de vitesse flagrante dans l'expansion du splatter movie japonais, car les autres cinéastes voulaient éviter de voir leur nom associé à de véritables crimes dans la presse, ou pire encore, voir leurs films interdits. Peut-être même que cela aura indirectement permis à la J-horror moderne de voir le jour plus vite. Mais je divague. Voilà les raisons pour lesquelles Oguna décida peu à peu de quitter ce pseudo-anonymat et cette idée de faux véritables crimes filmés pour une carrière plus conventionnelle, après avoir été convoqué par la justice pour prouver que ses productions étaient bien fictives, un peu comme Deodato avec Cannibal Holocaust. Finalement, la franchise Guinea Pig, si elle partait d'une bonne idée, provoqua beaucoup trop de problèmes et de tracas pour que Oguna ne prenne le risque de continuer à l'alimenter. D'autant que, selon la légende, les autorités japonaises auraient carrément interdit de donner le nom Guinea Pig à un film à l'avenir. Une ultime légende qui résonne comme le dernier coup de marteau qui a fermé depuis plus de 30 ans le cercueil dans lequel repose cette franchise légendaire. Même si avec le temps elle a perdu en force, que certains de ses effets les plus choquants à l'époque sont aujourd'hui moins marquants, cette franchise a simplement marqué l'histoire à tout jamais. Apparu plus de 15 ans avant l'âge d'or du torture porn occidental, et toujours cité aujourd'hui dans les listes des films les plus traumatisants de tous les temps, qui a toujours une communauté de fervents admirateurs en 2022, il était grand temps que je vous parle en détail de cette saga sur ma chaîne, en lui accordant le respect qu'elle mérite. Une saga qui a su s'inspirer de la fascination morbide des spectateurs pour les légendes urbaines glauques, pour finir par alimenter ces mêmes légendes urbaines, et quasiment en devenir une elle-même avec le temps. Et cette saga légendaire nous rappelle que une histoire fictive, aussi abominable, immonde et réaliste soit-elle, reste une histoire et mérite d'être racontée, surtout quand elle parvient à être poétique dans sa violence. Guinea Pig est une belle saga, une saga folle, une saga qui a osé, une saga qui aura marqué le cinéma d'exploitation et l'horreur, à tout jamais. Et voilà, c'est déjà la fin de cette rétrospective sur la saga Guinea Pig. J'espère que cet épisode spécial de Cinéma Interdit vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.